D'accord. Ouais, de toute façon, on aura des questions. D'accord, très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence matinale. En préambule, cette conférence sera filmée, donc je vous préviens, vous êtes de dos, vous ne serez pas de face. Mais si ça vous gêne, n'hésitez pas à lever le bras en disant bah, moi je veux pas même apparaître de dos, bon, on en tiendra compte, bien sûr. Donc les seules personnes filmées seront les 4 intervenants qui seront de cette matinale pour aborder ce sujet qui sera dans un cadre d'échange, de discussion et bien sûr d'apport sur le conseil en évolution professionnelle, avec la thématique bien sûr de cette obligation qui se fait jour pour les employeurs lors de leurs entretiens de proposer ce conseil. Donc ce temps se fera en deux parties. Le premier qui sera plutôt un apport un peu réglementaire et un peu RH sur la manière dont la réforme va s'appliquer pour les entreprises. Et puis dans un deuxième temps, il y aura plus côté FONGECIF qui va présenter ses missions, le rôle d'opérateur qu'il va jouer aujourd'hui et demain par rapport à cette loi du 5 septembre 2018 sur cette réforme de la formation professionnelle qui en fait a un autre cadre puisque son nom est vraiment une refonte et une évolution de cette formation. L'apprentissage aussi en fait partie. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu reprendre les thématiques concernant les missions de la NDRH, on va vous les présenter, et puis on fera le deuxième temps sur le FONGECIF. Voilà. Donc moi je suis Stéphane Chiriac, je travaille donc à la NDRH, et vous aurez le plaisir d'avoir Fanny Kerville qui est RRH aussi chez Vibratech qui vous fera une présentation de ce qu'on on perçoit sur les missions et sur le rôle qu'on va jouer demain sur cette réforme. Donc la NDRH se saisit du sujet parce qu'elle a une vocation à travers son rôle sur le territoire français peut-être de vous montrer qu'on est un opérateur avec des groupes locaux sur la France qui a un rôle justement de conseil mais aussi d'apport sur l'actualité RH, tant au niveau national qu'au niveau local. On essaie de s'alimenter sur l'ensemble de ces sujets pour que vous puissiez, en tout cas que tous les secteurs puissent en bénéficier, que ce soit privé, public, avec les 5000 membres que comporte la NDRH au sein de la France avec ses 80 groupes locaux. Le groupe local de Lyon, bien sûr, est assez actif. C'est le plus grand groupe en France. On est pratiquement 400 membres. Et là, nous intervenons dans des thématiques d'actualité, de droit social, mais aussi dans des échanges dits conviviaux, mais aussi plus professionnels pour qu'on puisse avoir des apports méthodologiques et échanger sur l'ensemble de ces sujets. Très schématiquement, pour vous montrer comment on est organisé, il y a un bureau avec 5 pôles qui nous permettent d'aborder tous les sujets de la thématique RH, pour qu'on puisse travailler sur cette actualité et donner aux intervenants, mais aussi aux praticiens, la possibilité d'être au cœur du sujet, dans des enjeux qui sont très forts pour les entreprises, mais aussi pour vous, prescripteurs, on va en parler aujourd'hui, sur la formation professionnelle. Voilà. Et puis, nos objectifs, vous les voyez là, il y a effectivement des objectifs qui sont sur les valeurs, tout le monde en a, donc on va essayer de les porter aujourd'hui dans la légitimité du propos, mais aussi dans la convivialité de cette séance, avec un partage pour nous enrichir mutuellement sur cette actualité assez riche de cette réforme, pour être force de proposition, comme on le met un peu dans nos objectifs. Et puis pour finir, le dernier slide, sans trop vous abreuver d'informations complémentaires, on a des priorités qui sont mentionnées là, que vous pouvez lire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez simplement que sur l'innovation sociale, on essaye vraiment, c'est un mot qu'on utilise souvent, que vous entendez souvent dans la presse et aussi auprès des médias, et peut-être aussi en entreprise. C'est une thématique qui nous est chère, on la met de plus en plus parce qu'on pense que c'est demain l'avenir de la transformation d'entreprise. Elle passe par cette innovation, qui sont des choses certes innovantes, mais aussi qu'on va remodeler, qu'on va remettre à jour et qu'on va adapter aux réformes législatives. Alors, pour aborder dans une introduction sur la thématique d'aujourd'hui, on va revenir sur cette fameuse loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Donc je vais faire une petite introduction et après on viendra un peu plus sur le cœur du sujet en entreprise. Donc
Dans cette loi, il y a bien sûr une réforme donc, de la formation, de l'apprentissage, mais bien d'autres. Mais je vais retenir 3 points dans cette modification de cette loi. C'est un renforcement de la nouvelle action et des modalités pour le salarié de travailler sur un objectif professionnel. Et celui-ci va être bien sûr établi par le salarié, l'employeur va l'aider et on va avoir un parcours pédagogique qui va être vraiment de nos jours et renforcé par la réforme, soit en présentiel, soit à distance. Donc les principes même de la formation peuvent être faits de nos jours, ou maintenant sur ce principe-là, qui est renforcé en présentiel, mais aussi à distance. Donc on va vraiment changer, dans le deuxième point, le plan de formation, qui lui va devenir le plan de développement donc, des compétences. Les opérateurs de compétences aussi changent. Donc de ce fait, on est vraiment sur une modification assez substantielle de la notion d'accompagnement et de développement des compétences de la personne. Ce qui revient à dire que pour moi, un troisième point de la modification de cette loi, c'est vraiment le fait qu'on est sur des obligations de l'employeur et des responsabilisations de la part du salarié. Donc ces deux objets vont bien sûr se compléter, c'est l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui. L'entretien professionnel est une obligation de l'employeur, avec des obligations qui lui sont propres, en lien avec les nouvelles responsabilités que le salarié va prendre, à savoir sa détermination dans son parcours. Alors, si on parle un peu de cette responsabilité du salarié, avant d'aller sur l'employeur et ce que nous, on fait en tant que RH, donc il y a vraiment, pour les personnes actives, le rapport à la formation est primordial. C'est aujourd'hui, le salarié va bâtir son parcours et va le penser au niveau professionnel. Et l'objectif, bien sûr, c'est dans cette réflexion de l'accompagner, nous, employeurs, pour qu'on puisse donner les meilleures clés et puis l'orienter vers les solutions qu'il veut mettre en place par rapport à son parcours. Alors pour cela, il y a deux sigles, hein. Il y a le CPF et le CEP. Alors le CPF, bien sûr, c'est le compte personnel de formation. Celui-ci est monétisé, il disparaît en termes d'heures. Il va y avoir une application à l'automne 2019 pour pouvoir justement s'inscrire et pouvoir être un peu autonome dans la manière donc, de suivre son compte. Et on va pouvoir s'inscrire directement, en tout cas c'est l'objectif du législateur. Et puis, le conseil en évolution professionnelle, c'est le sujet d'aujourd'hui, est renforcé, un financement dédié lui est consacré. Et puis, nous devons, nous, entreprises, nous, services RH, direction des ressources humaines, travailler sur, effectivement, cet accompagnement et ce conseil lors de l'entretien. Et la manière dont on va l'aborder aujourd'hui, ça va être comment on peut lui donner les clés pour qu'il puisse être bien conseillé et bien orienté dans son avenir professionnel. Donc voilà un peu pour cette introduction. Je vais laisser la parole à Fanny Kerville qui, elle, va vous parler vraiment du côté employeur sur le renforcement de son rôle par rapport à ce conseil lors de l'entretien professionnel. Voilà Fanny. Merci. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Quand Stéphane m'a contacté, c'était pour... c'était en disant, bon voilà, il y a la nouvelle réforme et on aimerait parler de la façon dont les entreprises vont mettre en place l'entretien professionnel si elles ne l'ont pas déjà fait. Alors pour Vibratech, qui est une société de 215 salariés, en fait, nous, c'est pas une nouveauté, on le fait en fait depuis 2005. Donc je viens là pour vous dire que réaliser un entretien professionnel tous les 2 ans, c'est pas impossible et nous on le fait tous les ans en fait. Donc c'est vraiment un outil de management des compétences qu'on utilise de manière simple. Certes, ça prend du temps, hein, parce que préparer un entretien pour le manager, pour le salarié, c'est du temps, le réaliser et ensuite synthétiser tout ce qu'il en sort, c'est du temps. Et ensuite, moi je récupère tous les éléments qui sont issus de ces entretiens et je monte mon plan de formation qui s'appelle maintenant le plan de développement des compétences.
Donc c'est vraiment pour moi un outil très utile, et c'est aussi un moment de prise de recul dans l'année pour parler d'autre chose que de l'opérationnel, de ce qui se passe, de l'évaluation du salarié. Là, c'est quelles sont les aspirations du salarié, quels sont les besoins de l'entreprise et comment on les met ensemble. Et c'est vraiment prendre le temps de discuter ensemble, d'articuler les souhaits et les besoins stratégiques de l'entreprise. Donc cet entretien professionnel, il est vraiment, avec cette nouvelle loi, vraiment central pour se projeter vers l'avenir et pour que le salarié prenne en main son avenir. Alors c'est pas forcément facile, il y a souvent besoin d'aide, le manager est là pour, le RH aussi, mais on n'a parfois pas toutes les réponses, on ne connaît pas tout, et c'est pour ça que le mentionner et pouvoir parler pendant l'entretien de l'existence du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un temps idéal et ensuite un acteur important qui peut venir nous aider à apporter un œil différent sur la formation. Souvent, on me dit « Oui, mais tu sais, Fanny, 2 entretiens par an, c'est quand même beaucoup. » Alors nous, on fait les entretiens annuels au mois de décembre-janvier et puis les entretiens professionnels en juin-juillet. Ça fait quand même beaucoup. On pourrait gagner beaucoup de temps à ne pas faire ce fameux entretien. On pourrait les faire en même temps. Alors ça, c'est possible aussi. Nous, on a fait le choix de les faire en 2 temps pour vraiment avoir 2 moments, 2 temps forts majeurs dans l'année pour s'arrêter et regarder l'avenir, pas juste les 6 prochains mois, mais les 2 ans, 3 ans à venir ensemble. Donc c'est pour ça qu'on s'y attelle chaque année et que le renforcement du rôle de l'employeur et la responsabilisation des salariés par cette nouvelle loi fait que d'autant plus, on y va et on continue avec cet outil-là. Ce qui est donc introduit là, c'est le conseil en évolution professionnelle. J'ai commencé là à en parler aux managers. Ils tendent l'oreille un petit peu parce qu'ils se disent « Ah, c'est comme un bilan de compétences ». Je dis bah, « Non, c'est pas tout à fait pareil, c'est un peu plus court ». Mais là, je pense que Isabelle va nous indiquer comment ça se passe et comment on peut y faire appel et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Première présentation, vous avez une ébauche de ce que peut être l'entretien professionnel avec le CEP, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus la manière dont on va pouvoir faire cette transition, à savoir pour nous, service RH, direction des ressources humaines, on a besoin effectivement, quand on va voir le salarié lors de cet entretien, de lui donner les clés et la manière dont il va pouvoir avoir ce conseil. Donc ce conseil sont les opérateurs légitimes et historiques, dont le FONGECIF fait partie. Donc on va avoir cette présentation maintenant du FONGECIF avec Stéphane Djiboudou, directeur général de FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes, et Isabelle Tefsian, voilà, conseillère en évolution professionnelle, qui va vous présenter tout ça. Alors, j'ai dit ça parce que c'est intéressant pour nous, parce qu'on est souvent face à des salariés qui ont besoin d'avoir des informations, et nous, on est parfois démunis, mais quand on va l'avoir en entretien, on va pouvoir lui dire et l'orienter vers cet opérateur qui va être ce conseiller, qui va souvent débloquer des situations, en tout cas améliorer la relation pour qu'il puisse déterminer son objectif, son parcours professionnel, son employabilité interne ou externe. En tout cas, c'est ce que nous faisons et cet apport est important. Surtout que l'évolution de la loi met en perspective de nouveaux opérateurs. Donc c'est l'occasion pour nous et pour vous de correspondre et d'avoir cette vision
d'un opérateur historique, de la manière dont il présente ce conseil, l'outil qu'il y met et la manière dont on va pouvoir donner les références du salarié vers cet opérateur et ce conseil. Voilà, je laisse la parole à Stéphane et à Isabelle. Merci. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Gibaudot, le directeur du FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en résumé, ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant, une obligation, dans le cadre de ces entretiens, d'informer le salarié sur l'existence du conseil en évolution professionnelle, donc une obligation pour les managers qui conduisent les entretiens. Des questions des salariés, aujourd'hui de plus en plus pressantes et de plus en plus exigeantes sur leur perspective d'évolution. Ces questions donc soulevées lors des entretiens, etc., sur lesquelles les managers, les chefs d'entreprise peuvent, dans un certain nombre de cas, être un peu démunis sur la façon de répondre, d'apporter des éléments de réponse aux collaborateurs dans ces questions sur leur évolution. Et donc les pouvoirs publics, les partenaires sociaux ont mis en place, il y a maintenant quelques années, un service, le conseil en évolution professionnelle, qui est délivré par différents opérateurs, dont le FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Le conseil en évolution professionnelle délivré par le FONGECIF, c'est qui, c'est comment on y accède, où on appelle, qui sont ces gens qui font du conseil en évolution professionnelle, vers qui je vais envoyer mes salariés, etc. Voilà. Donc c'est cette dimension-là. Vous montrer concrètement de quoi il en retourne et vous dresser quelques perspectives sur les évolutions qui se dessinent dans le cadre de cette réforme sur le conseil en évolution professionnelle, et notamment à partir du 1er janvier 2020. Alors, le FONGECIF, donc, qui délivre le conseil en évolution professionnelle pour les salariés. Le FONGECIF, en 2019, il a deux grandes missions, pour simplifier. Une mission sur laquelle nous sommes aujourd'hui fortement mobilisés et sollicités par les organismes de formation, par les opérateurs. Ce sont les missions liées à la gestion du CPF, projet de transition professionnelle. Donc le compte personnel de formation, projet de transition professionnelle, ce qui, pour simplifier, remplace l'ex-CIF, congé individuel de formation. Donc le FONGECIF est opérateur en 2019 et ça sera le cas aussi pour les années suivantes dans une évolution que nous sommes en train de préparer, donc de ce compte personnel de formation, projet de transition, qui a vocation à financer des projets de changement de métier, de changement de profession pour des personnes qui sont dans une perspective de reconversion professionnelle. Voilà, donc ça c'est un métier, je ne vais pas en parler là, je sais que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention d'aujourd'hui. Le deuxième métier, là on est au cœur de notre questionnement, c'est le métier du conseil en évolution professionnelle. Donc le fait de délivrer de l'accompagnement, du conseil, du service, des prestations à des personnes, des salariés qui s'interrogent sur leur évolution professionnelle au sens très large du terme, et on va voir ce que ça peut recouvrir. Voilà, donc ça sont nos deux métiers au sein du FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la même chose dans chacun des 17 FONGECIF de France et d'outre-mer. Il y a un FONGECIF par région. Donc le FONGECIF, Kesako, c'est qui, comment c'est piloté, comment c'est gouverné, etc. Le FONGECIF, c'est avant tout un organisme paritaire. Donc c'est important lorsqu'on va parler du conseil en évolution professionnelle, c'est un organisme qui a été créé par les partenaires sociaux et qui est dirigé par un conseil d'administration où sont représentés à parité les représentants des entreprises, donc avec les organisations, les syndicats professionnels, patronaux, et les organisations représentant les salariés. Ça, c'est essentiel dans notre ADN, et pour bien comprendre la posture que l'on va exercer dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, il y a cette posture imprégnée de ce paritarisme, et donc de cette neutralité dans la façon d'accompagner, d'apporter conseil à la personne. Ce n'est pas un organisme ni à but lucratif, ni à dimension portée par les organisations patronales, ni par les organisations syndicales salariées. C'est paritaire, avec cet équilibre dans la façon d'accompagner une personne dans son projet professionnel.
La finalité de toutes nos missions, et le conseiller en évolution professionnelle est au cœur de cette finalité, c'est de sécuriser les parcours professionnels des salariés. C'est-à-dire de sécuriser ces parcours, ça peut être tout autant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, avec des transitions à gérer. Et le conseiller en évolution professionnelle, voilà, il est là pour accompagner les personnes dans la gestion de leurs transitions, qui encore une fois peuvent tout autant être internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise. Historiquement, cet accompagnement, il était très centré sur les compétences, sur la formation. C'était logique, puisqu'on parlait d'accompagnement de la personne, faire le CEP, et puis de la gestion d'outils de financement type CIF, type VAE, type bilan de compétences, etc. Tout un tas nombre d'outils que nous mobilisions, que nous pouvions financer. Donc on avait historiquement un tropisme très fort dans l'accompagnement du projet de transition sur les compétences. Et puis progressivement, on l'a élargi sur un projet personnel d'évolution professionnelle qui peut aborder des questions de mobilité géographique, des problématiques d'emploi, des problématiques de recherche de métier, etc. Donc, voilà, on est vraiment sur les approches sur les compétences tout au long de la vie. Notre cible au FONGECIF, ce sont les actifs. Donc, et en premier lieu, les actifs occupés, donc c'est-à-dire les salariés. Donc, le cœur du public que vous représentez en tant que DRH, représentants et représentants d'entreprise. Il y a d'autres opérateurs CEP qui sont sur des cibles particulières. Pôle emploi est un opérateur CEP sur le champ des demandeurs d'emploi. L'APEC est un demandeur d'emploi spécifique sur le public cadre ou jeune diplômé. Les missions locales sur le public jeune, et puis Cap Emploi sur le public ayant la spécificité d'être en situation de risque de handicap. Donc voilà, le FONGECIF, son positionnement dans cette constellation des 5 opérateurs CEP, c'est le public des salariés, des actifs occupés. Nous n'avons pas à prendre en charge, pour ce qui nous concerne, spécifiquement le cas des fonctionnaires. Ce n'est pas normalement la cible ici, ni à travers les outils de financement, ni à travers l'accompagnement structuré. Il y a des dispositifs spécifiques pour le public fonctionnaire. Après, en dehors de ça, on s'occupe de l'ensemble des salariés. Est extrêmement important. Nous sommes toujours dans des relations avec le public qui vient nous voir, donc les salariés. Le public, c'est toujours à leur initiative. Donc le public, il vient nous voir parce qu'il est demandeur d'un conseil, d'un accompagnement pour construire son projet d'évolution professionnelle. Donc il n'y a jamais de prescription, que ce soit par des opérateurs type Pôle emploi, type ça. C'est-à-dire la personne n'est jamais tenue de venir chez nous. Elle n'est pas tenue non plus par son employeur. Cette personne, elle est autonome dans sa décision de venir nous rencontrer pour travailler sur ce projet d'évolution professionnelle. Ceci est extrêmement important pour comprendre la relation que nous allons construire avec la personne. Derrière cette notion-là, il y a des enjeux de confidentialité, il y a des enjeux de neutralité, extrêmement importants. La personne doit se sentir pleinement en confiance et moteur de son projet. Elle n'est pas, comme on l'est beaucoup trop en France dans les dispositifs d'accompagnement, avec une prescription où tu vas là si tu ne veux pas perdre tes droits, si tu ne veux pas perdre, si tu veux pouvoir accéder à tel droit ou à tel dispositif d'aide, etc. Non, les personnes viennent là parce qu'elles ont envie, besoin de rencontrer quelqu'un, généralement elle ne sait pas ce qu'on va pouvoir lui proposer, je vais vous le dire, sur qu'est-ce que l'on va pouvoir m'apporter pour réfléchir à mon projet ou être à côté de moi pour aider à construire mon projet. Dans cette notion d'initiative, ça veut dire que la personne, le salarié, reste toujours le maître du jeu. Nous sommes à côté, nous l'aidons, nous l'accompagnons, nous lui donnons des outils, des clés, avec des professionnels qui vont aider, mais c'est toujours la personne, elle reste moteur. Nous ne nous substituons pas, donc ce n'est pas nous qui faisons le projet, c'est toujours la personne qui construit son projet. Nous, on est là pour l'aider à le construire le plus intelligemment possible et avec le plus de perspectives de le mener à bien.
Alors, comment est-ce qu'on exerce ces prestations d'accompagnement? Alors, le FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 90 collaborateurs, dont 55 qui sont dédiés spécifiquement au conseil en évolution professionnelle, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces conseillers en évolution professionnelle, alors ce sont des chargés d'infos qui peuvent animer des réunions collectives, qui peuvent faire des prestations individuelles, sont répartis sur l'ensemble du territoire régional à travers nos 7 antennes au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on exerce, au-delà de nos 7 antennes, dans 16 permanences sur le territoire, avec le souci d'être en proximité. L'ensemble, ou la quasi-totalité, des services que nous délivrons sont délivrés soit en présentiel, pour les personnes qui veulent se déplacer, qui peuvent se déplacer, soit en prestation téléphonique, donc en entretien téléphonique, soit, et de plus en plus, avec des services digitaux. C'est-à-dire que la personne, elle a son conseiller. Alors, d'une part, elle peut trouver des informations, je vais vous montrer en digital, mais elle peut aussi travailler, elle a un espace personnel, elle peut travailler avec son conseiller sur la construction de son projet dans un espace sécurisé qui est partagé entre le conseiller et la personne. Donc voilà, on a cette approche qu'ont la plupart maintenant des services qui s'adressent à la population, ce souhait et cette ambition d'être en mesure de proposer les différents canaux de délivrance des services. Voilà. Et donc néanmoins ces 16 permanences visent, dans une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, qui, encore une fois, va du Mont-Blanc au Cantal, qui vise vraiment à essayer, pour les personnes qui le souhaitent, qui ont besoin, qui le peuvent, de venir rencontrer et de travailler en présentiel avec les équipes. Le maillage territorial, bon là c'est pas... voilà, on a des présences dans chacun des départements. On vise à avoir des horaires d'ouverture qui soient adaptés aux salariés. Alors c'est pas simple, hein. Les salariés par construction, ils sont en activité, ils travaillent, donc comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec les équipes du FONGECIF? Donc on est systématiquement ouvert entre midi et 2, dans toutes nos antennes. Ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de demandes entre midi et 2. Il y a beaucoup de salariés qui, entre midi et 2 heures, viennent nous voir ou calent des rendez-vous téléphoniques avec leurs conseillers. Donc ça, c'est extrêmement important. On essaie d'avoir des ouvertures le soir, d'être en mesure de donner des rendez-vous le soir jusqu'à 19 heures. On est ouvert un samedi matin par mois dans chacune de nos antennes. Là, il y a une demande énorme le samedi matin. Encore une fois, c'est logique. Des personnes en activité. L'accès le samedi matin, en plus, c'est plus décontracté. C'est pas facile hein, de venir, d'être salarié et de faire le pas, d'aller rencontrer, de pousser la porte du FONGECIF. Enfin, puis il faut avoir une représentation de ce que sont les salariés qui viennent nous voir, hein, du niveau 5, du niveau 4, etc. Donc c'est quelque chose, généralement, ça fait 15 ans que quelqu'un n'a pas poussé la porte d'un organisme pour parler d'évolution professionnelle. Alors, il a pu en parler lors de son entretien, ou pas, mais c'est quelque chose qui est généralement assez engageant pour des personnes. Donc il faut que les conditions mettent en confiance et qu'on essaie c'est tout le challenge pour nous, de sortir de quelque chose qui apparaît peut-être trop administratif. Voilà, donc être en mesure d'ouvrir le samedi matin, on fait des petits cafés le samedi matin, il faut donner envie. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà pour la façon dont on organise nos ouvertures. Donc capacité de prendre des rendez-vous le soir jusqu'à 19h, un samedi matin par mois, toujours entre midi et 2. Et toutes nos antennes sont ouvertes en permanence. C'est-à-dire qu'on peut venir sur rendez-vous, là c'est qu'on travaille avec un conseiller, mais en permanence, on peut venir, on est accueilli de 8h30 ou 9h jusqu'à 17h. Là, les portes sont ouvertes. On rentre, il y a toujours quelqu'un, un chargé d'infos, etc., qui peut vous donner un premier niveau de renseignement, ou si plusieurs personnes viennent sur une même question, débloquer une petite réunion collective immédiatement, etc. Donc voilà, il faut faciliter l'accès à ce service, qui est un service, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il était neutre, mais c'est un service qui est gratuit pour le salarié et l'employeur, c'est un service qui a un coût, il coûte cher à délivrer, les partenaires sociaux investissent de l'argent des entreprises, hein, donc là-dessus, des salariés, donc cet argent est investi pour la personne, c'est un service qui est gratuit pour l'employeur. Donc on ne parle absolument pas de facturation sur le conseil en évolution professionnelle, c'est la même chose pour l'ensemble des opérateurs.
Vous donner quelques éléments chiffrés pour que vous puissiez visualiser un petit peu ce que représente la sollicitation du Conseil d'évolution professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu en 2018 donc environ 90 000 personnes qui nous ont sollicité par téléphone. On a une plateforme téléphonique qui est ouverte sur les horaires que je vous ai indiqués. Alors le terme plateforme est complètement abusif, ce n'est pas un système qui fait de l'orientation, bonjour, etc., je vous passe le service, etc. C'est vraiment des personnes qui sont formées à faire un premier point de situation avec la personne et apporter un premier niveau de réponse, qui peut être un niveau de réponse soit dont la personne peut se satisfaire, c'était juste une info, soit enclencher des choses pour lui expliquer ce qu'on va pouvoir lui proposer l'inscription à un atelier, un rendez-vous avec un conseiller, etc. La mise en relation, lui parler du CPF, si c'est une personne qui nous appelle pour en parler du CPF, comment on mobilise le CPF, si c'est une personne qui relève d'un OPCO, lui expliquer de quel OPCO relève son employeur, etc. Enfin, c'est une information assez générale. On a accueilli l'année dernière environ 20 000 personnes physiquement dans nos antennes. On a aidé 2000 personnes à ouvrir leur compte CPF. On a un site internet sur lequel il y a beaucoup d'informations. Je vais vous montrer voilà, 1,2 million de pages. Et on a accompagné environ 20 000 personnes au titre du conseil en évolution professionnelle. Donc avec des services, des prestations dans la construction d'un parcours. Sur la partie financière, mais ce n'est pas l'objet de notre échange, on a engagé 100 millions d'euros pour financer des formations, l'année dernière des CIF, payer des VAE, payer des bilans de compétences, etc., qui ont touché la partie financière, environ 8 000, un peu plus de 8 000 personnes à qui on a financé. Donc vous voyez, le métier, ce n'est pas accompagner et financer les mêmes personnes. Hein. On a accompagné 20 000 personnes, il y a 8 000 personnes qui ont été financées. Donc il faut sortir le lien, et ça va être extrêmement fort dans les perspectives 2020, le lien entre financement et accompagnement. Voilà, nous sommes certifiés qualité au titre de l'engagement de service AFNOR Conseil d'évolution professionnelle, avec des standards d'accompagnement extrêmement cadrés, des exigences. Systématiquement, les personnes que nous rencontrons font ensuite l'objet d'un entretien par un organisme indépendant d'évaluation des services délivrés. Nous conduisons des analyses d'impact systématiquement à 3 ans sur les personnes que nous avons accompagnées pour voir comment elles ont transformé leur projet d'évolution professionnelle ou pas. Dans les questionnaires qui sont adressés, ce n'est pas simplement la satisfaction, mais c'est aussi la mesure quant à la façon dont le conseiller, le CEP, a répondu aux attentes telles qu'elles étaient exprimées. Et des questions aussi assez fines sur est-ce que le conseiller vous a aidé à progresser dans votre projet d'évolution professionnelle. Donc on cherche à mesurer l'impact de l'action et pas simplement la satisfaction générale ou les résultats. Alors, ça, c'est pas très lisible. C'est la façon dont on organise nos services en matière de conseil en évolution professionnelle. Bon, en gros, retenez que les grands champs sur lesquels nous intervenons pour accompagner une personne. J'ai demandé à Isabelle Teftian, qui est donc une conseillère en évolution professionnelle du FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes, de vous expliquer concrètement comment les choses se passent lorsque des salariés viennent nous voir. Donc Isabelle, bienvenue, et mets de la chair, de la réalité autour de tout ce que je viens de vous expliquer de façon très théorique, parce qu'au milieu de tout ça, c'est quoi? C'est la rencontre de personnes. C'est une affaire d'hommes avec un H majuscule, d'hommes et de femmes, et lorsqu'on parle du CEP, c'est avant tout la rencontre entre des personnes, des conseillers, et une personne qui est en grand questionnement et sur laquelle on va l'aider à construire quelque chose. Isabelle, à toi, mets de la chair autour de toi. Bonjour, je suis Isabelle Tessian, je suis effectivement conseillère au FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes depuis 3 ans et demi à peu près. Et ça fait une petite vingtaine d'années que j'accompagne les publics sur toutes les questions de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Alors, c'est quoi le CEP, Stéphane? C'est une grande question, on nous la pose souvent. Le CEP au FONGECIF, c'est un peu comme une grande chaîne de restauration rapide. Venez comme vous êtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils viennent vers nous avec tellement de demandes diverses, variées. On passe d'une personne cadre à une personne peu qualifiée, d'une demande de formation à j'arrive, mais je sais pas trop, j'en ai marre de mon boulot, je m'ennuie, etc. Les demandes sont tellement variées, sont tellement diversifiées que nous, la
première qualité qu'on doit mettre en avant, c'est l'adaptation. Venez comme vous êtes, ok, je vais vous écouter et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors c'est vrai que la grande majorité des demandes qu'on a et la grande majorité des personnes qui viennent nous voir, c'est d'abord chercher une formation ou j'ai une formation, je veux un financement. On rentre en général au FONGECIF pour ça. Ok, moi mon travail, il va être en 2 temps. Il va être dans un premier temps d'écouter cette demande et d'y répondre. Vous voulez un financement, vous voulez un dossier, ok, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et puis, comme on est quand même un petit peu des filous, on va essayer de creuser un petit peu parce que très souvent, une demande de financement, une demande de formation, ça cache des choses. Alors, il y a plein de cas où la personne, elle veut effectivement changer parce qu'elle en a marre, parce qu'elle s'ennuie, parce qu'elle fait un métier qu'elle n'a pas choisi, etc. Et puis quand même, dans une grande majorité d'autres cas, effectivement, il y a d'autres choses derrière. On va essayer de creuser un petit peu tout ça pour voir l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, hein. Je vous donne quelques exemples parce que c'est toujours un petit peu parlant. J'ai reçu une personne il y a 2 ans qui voulait faire une formation de gouvernante d'hôtellerie. Alors cette dame, elle travaillait, c'était assez particulier comme milieu professionnel. Moi, je ne connaissais pas, elle travaillait dans un... Alors je ne sais plus si c'est un monastère, enfin elle travaillait dans un lieu où vivaient des religieux. Et donc elle gérait toute la logistique de ce lieu de vie, donc la cuisine, l'organisation, etc. Donc quand on discute, je dis mais vous êtes déjà gouvernante finalement, votre formation, il y a plein de compétences que vous avez déjà, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher en formation, donc peut-être qu'on peut envisager la VAE, ça pourrait être intéressant à creuser ce champ-là. Un autre exemple d'une personne pareil que j'ai accompagnée l'année dernière, qui venait aussi pour une demande de financement de formation. Ok, je réponds à sa demande, je lui donne le dossier, je lui explique, on était à l'époque du CIF, hein, c'était il y a quelques mois en arrière. On parle du dossier, commission, comment ça se passe, possibilité de financement, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis on discute, on échange, et puis au fur et à mesure de notre entretien, je me rends compte qu'effectivement, sa demande de formation, elle cachait quelque part une situation professionnelle qui, pour elle, à ce moment-là, était complètement instable, complètement intenable, surtout. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient très compliquées pour elle dans son travail. Bon, je lui ai proposé 2 choses. Je lui ai proposé de monter son dossier, ok, puis je lui ai proposé qu'on se revoie, parce que peut-être ça pouvait être intéressant, qu'on creuse un petit peu plus les choses. La formation qu'elle avait choisie, il y avait un métier derrière. Sa représentation de ce métier était assez éloignée de la réalité du métier. Ce qu'elle avait, elle, en tête, dans les perspectives de faire autre chose, c'était quand même assez différent de ce métier-là. Donc on s'est revus sur du court terme, parce qu'elle avait une urgence, elle était dans une situation qui faisait qu'il fallait que les choses se mettent en place très, très vite. Donc on s'est quand même revus. On a quand même identifié une autre formation. Elle a monté son dossier de prise en charge sur cette autre formation. Elle n'a pas eu le financement. On s'est revus. On a identifié d'autres pistes, et puis après on ne s'est plus vu. Parce que le CEP, c'est ça aussi, hein, les gens viennent, puis après ils ne viennent plus. Puis après ils reviennent. Et puis on les voit plusieurs fois, et puis après on ne les revoit plus, etc. Donc je ne l'ai plus vue pendant plusieurs semaines, et puis elle est revenue me voir au mois de janvier. Et là, changement assez radical, les choses s'étaient apaisées dans sa situation professionnelle, il y avait eu pas mal de changements en interne, elle s'était repositionnée, donc plus question de formation, plus question de partir, et ça allait beaucoup mieux pour elle. Donc nos échanges lui avaient aussi permis de prendre un petit peu de recul, d'évacuer les choses qui n'allaient pas. On est un peu psy parfois, hein, c'est des choses qu'on nous dit. Hein. Moi souvent on me dit en partant, on me dit ça m'a fait du bien de vous parler. C'est un peu comme c'est le psy, c'est vous. Je dis oui, mais ça coûte moins cher, hein, c'est quand même ça l'avantage. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, même si on n'est pas psy, moi je ne le suis pas, certains collègues le sont, ou psychologues du travail, mais ce n'est pas le cas de tous les conseillers. On n'est pas psy, c'est pas du tout notre métier, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que parfois ça fait du bien de vider son sac, de parler à quelqu'un d'extérieur qu'on ne connaît pas, qui est plutôt bienveillant, qui a plutôt une écoute empathique, et ça permet, dans certaines situations professionnelles qui peuvent être compliquées, pas toujours, mais ça peut arriver, de prendre un peu de recul, de mettre un petit peu de distance. Donc cette personne, ça a été son cas pour elle. Il n'y a pas de parcours type sur le conseil, vous l'avez peut-être compris, il n'y a pas de schéma. Moi, parfois, nous, on nous demande aussi au premier entretien, mais du coup, comment ça se passe? On va se voir combien de fois? C'est quoi le programme, en quelque sorte? Ben, j'en sais rien. Il n'y a pas de programme. Je ne sais pas combien de fois on va se voir. Peut-être qu'on va se voir 3-4 fois, peut-être qu'on ne va plus jamais se revoir. Et le programme, on va voir un petit peu en fonction déjà de ce qu'on va se dire aujourd'hui,
moi, vous voyez, je vois un peu notre offre de service comme un jeu de cartes. Alors, il y a peut-être des joueurs de quinche, de tarot dans la salle, ça devrait vous parler. Moi, j'aime bien jouer à la quinche. C'est un peu un jeu de cartes, l'offre de service que vous a présenté Stéphane. En fonction de ce que va dire la personne, moi, je vais sortir la carte VAE, par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure. À un moment donné, je vais sortir la carte accompagnement. On a une prestation qui s'appelle Dream Team pour accompagner, trouver des pistes professionnelles, travailler un projet de reconversion. Au milieu, il y a une carte financement. Vous voulez monter un dossier, ok. Mais peut-être qu'on peut le financer par le CPF. Vous parlez de l'ancien CIF, mais finalement, votre demande, elle peut passer par le CPF. Mais c'est quoi le CPF? Mais je ne sais même pas combien j'ai d'heures sur mon compte. On va regarder tout ça. On peut créer votre compte. On peut vous informer. On peut vous aider à retrouver vos heures de diff, etc. Donc, un jeu de cartes bien fourni, bien rempli, mais du coup, effectivement, c'est notre rôle. On est un peu des marionnettistes quelque part aussi, de sortir telle carte ou telle autre, et puis parfois on part sur une option, puis on se rend compte au rendez-vous d'après que c'est pas forcément celle-là, on va revenir sur autre chose, etc. Donc donner de la chair, c'est pas forcément toujours évident non plus, parce que justement c'est très aléatoire, et ça va énormément dépendre de ce que vient chercher la personne, et parfois elle ne sait pas vraiment ce qu'elle vient chercher non plus. Donc, on navigue un petit peu à vue dans nos conseils, dans nos accompagnements. Un dernier exemple que j'avais noté, une personne que j'accompagne en ce moment, alors elle, tout autre cas de figure, elle sait que son poste va être supprimé. Ça arrive dans toutes les entreprises. D'ici, grosso modo, à ce jour, peut-être fin d'année, la structure dans laquelle elle travaille, le service va être délocalisé ailleurs. Donc voilà, son petit service va complètement disparaître, etc. Donc elle est venue nous voir en début d'année pour anticiper, pour se dire, voilà, je sais que ça va s'arrêter, donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, elle ne sait pas trop encore à ce jour, si elle se repositionne sur le même type de métier ailleurs, si elle change carrément, on essaie d'identifier un petit peu des pistes, on travaille un petit peu ce champ-là pour l'instant. Voilà, elle évacue aussi beaucoup dans nos entretiens parce que c'est dur pour elle. C'est un boulot qu'elle aime bien, une équipe avec qui elle s'entend super bien. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est là, avec ses clients, ça se passe bien. Elle ne serait pas partie. Donc voilà, il faut aussi avaler la pilule, comme on dit. Donc on travaille aussi là-dessus pour accepter quelque chose qui est inéluctable. Et puis voilà, on tâtonne pour l'instant sur ce qu'elle va faire. Donc voilà, notre métier est très riche parce qu'on reçoit des gens tellement différents tous les jours que effectivement ça crée aussi une diversité, une variété importante. C'est à la main du salarié, Stéphane vous l'a dit tout à l'heure, c'est confidentiel bien sûr, ça c'est important, même si vous parlez dans vos entreprises du concern évolution professionnelle, que vous incitez vos salariés à venir nous voir, il faut bien les rassurer que on ne va pas vous faire un retour, ça c'est très clair, il faut que la personne soit en confiance. Ça fait partie des petits points importants pour que la personne se sente bien quand elle vient nous voir. Qu'est-ce que c'est qu'un bon conseil? Qu'est-ce que c'est qu'un bon conseiller? C'est quoi la formule magique pour tout ça? C'est effectivement la confiance. Alors la confiance, moi la personne quand elle rentre dans mon bureau, elle s'assoit, elle se dit pas tiens j'ai confiance en vous, bien sûr. Ça va se faire au fur et à mesure de nos échanges. C'est une bonne qualité d'écoute. C'est sûr que c'est indispensable de laisser la parole, de bien reformuler pour bien se comprendre. Pour ça, ce qui me semble important, c'est l'authenticité. Moi, j'essaye le plus possible dans mes entretiens d'être simple, d'être humble. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne suis pas Dieu le Père. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Je le dis, il n'y a pas de honte à ça. Par contre, mon boulot et ma responsabilité, c'est d'accompagner la personne pour trouver les réponses. C'est de dire, tiens, ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais on va essayer de chercher dans ce sens-là. Peut-être que pour la prochaine fois, peut essayer de se dire, tiens, voilà, vous recherchez là, moi je vais faire des recherches de mon côté, et puis on se revoit dans 3 semaines, et puis on voit ce que ça donne. Donc être humble, être simple, petite dose d'humour, ça fait jamais de mal. Moi dans mon bureau, on rigole pas mal, parce que je trouve que c'est important. Ça détend l'atmosphère aussi, et puis ça crée aussi ce climat de confiance, me semble-t-il. Et puis parfois aussi, c'est important dans le conseil de bousculer un peu. On n'est pas là pour dire ce que la personne a envie d'entendre. Ah, votre projet il est super.
si je ne le pense pas, même si je le pense d'ailleurs, je ne vais jamais le dire, dans un sens comme dans l'autre. Mais parfois, on va titiller un petit peu, dire des choses effectivement qui vont bousculer un petit peu, qui vont peut-être remettre en question ce que pensait la personne dans la continuité de ce qu'elle imaginait de son projet. On est là aussi pour dire les choses, avec toujours bienveillance, avec toujours le sourire, et toujours dans l'optique de construire les choses. Donc, c'est pas parce que tel aspect semble peut-être un petit peu fragile dans votre projet qu'il ne faut pas mener le projet à terme. On va essayer ensemble, toujours ensemble, de trouver les solutions, de peut-être trouver un chemin parallèle, d'aller chercher autre chose, etc. Et puis avoir la pêche, bien sûr, ça je pense que vous l'avez compris. Il faut beaucoup d'énergie dans notre métier. Il faut laisser les soucis perso quand on en a de côté, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas se permettre de recevoir des gens en étant un petit peu flagada. C'est important, on est là pour porter aussi beaucoup. On reçoit des mails, les personnes nous sollicitent entre les rendez-vous, évidemment. On a des questions, on va avoir une réponse tout de suite. Donc il faut beaucoup d'énergie. Et c'est un métier très riche parce que les gens, c'est une vraie richesse d'accompagner les gens. Voilà ce que je peux vous dire sur le conseil en évolution professionnelle. J'espère que ça a pu peut-être vous éclairer un peu. Et si vous avez des questions tout à l'heure, évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Isabelle. Voilà, On c'est la la pêche, vidéo les équipes longs. Alors là, donc Lucia, si tu peux nous lancer le petit film qui doit donner la pêche sur ce qu'est le CEP. On va essayer, on est en haut. Voilà, donc en plus convivial, plus sympathique, l'affreuse infographique, je vous ai montré tout à l'heure. Voilà sur la façon dont on délivre les services. Toutes ces infos, je vais vous montrer, vous les retrouvez sur notre site internet. Le FONGECIF, je vous ai dit, neutre, paritaire. Le FONGECIF travaille avec tout le monde. Il n'est affilié à rien. À aucune branche, à aucun secteur d'activité, à aucun territoire. Si, Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas plus aux territoires ruraux qu'aux territoires urbains, etc. Donc, on a des partenariats avec une multitude d'acteurs publics, privés, associatifs, etc. J'aurais tendance de droite, de gauche, etc. C'est pas le sujet. On travaille avec tout le monde au service de la réussite des projets d'évolution professionnelle que vous a expliqué Isabelle.
Très concrètement maintenant, si on veut s'adresser à nous, comme on fait, donc vous avez vu la localisation, vous faites évolution professionnelle, paf, FONGECIF, ça sort tout de suite. Mais il y a aussi, on peut rentrer directement sur la partie FONGECIF. Donc on a un site internet, je vais vous montrer, donc FONGECIF-ARA, sur lesquels vous trouverez toutes les infos qu'on vous a montrées. Sur ce site internet, il y a une rubrique dédiée aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux DRH, enfin aux managers, là, donc qui essaie de présenter un petit peu la façon dont vous pouvez trouver des documents, des éléments sur le CEP. Donc là-dessus, vous allez voir, et notamment il y a notamment un formulaire de contact, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent, disant j'aimerais que vous veniez présenter le CEP dans le cadre aux collaborateurs. Donc on le fait beaucoup par exemple dans la grande distribution de DRH, dans la grande distribution qui vient demander de présenter le CEP à leurs collaborateurs et en premier lieu, récemment c'était le cas, aux collaborateurs en CDD ou en intérim. Parce que c'est des gens qui sont dans des problématiques d'évolution au terme de mission, etc. On a des grandes entreprises, dans la plasturgie, dans l'automobile, qui nous demandent aussi de les aider à aborder ce sujet de l'évolution professionnelle avec leurs collaborateurs. Donc on l'a fait récemment dans une grosse entreprise de plasturgie en Ardèche. Les entreprises nous contactent dans la perspective de parler du CEP à leurs équipes. Donc c'est le formulaire de contact. Vous avez un interlocuteur en tant qu'entreprise dédié à cette relation entreprise. Donc c'est Nathalie Maisonneuve qui est ici. Donc vous avez son portable, vous retrouverez tous les éléments sur le support. Donc Nathalie est le point d'entrée pour la partie, pour des DRH, pour des chefs d'entreprise qui souhaitent revenir sur le type d'échange qu'on a pu avoir ce matin. Beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, beaucoup de communication sur le site internet, je vous l'ai dit, sur notre chaîne YouTube. La conférence, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube, comme vous trouverez beaucoup d'éléments sur le FONGECIF, les services sur la chaîne YouTube du FONGECIF. On peut regarder la partie site web et la partie, donc on va regarder la partie entreprise. Voilà pour donc le CEP et le FONGECIF. On ouvre les questions, Stéphane ? Allez, on ouvre les questions. Donc vous voyez bien... Je vais me rapprocher. Pardon, donc on va ouvrir les questions. Donc vous voyez bien qu'à ce stade, pour nous, entreprise, côté ANDRH, l'objectif c'est effectivement d'avoir le meilleur conseil et le meilleur lien avec le salarié pour lui donner les outils pour bâtir effectivement son parcours professionnel dans le cadre de la réforme de cette loi. Donc le FONGECIF est un opérateur. Je vais tout de suite poser une première question au FONGECIF. Je vais introduire les questions. Voilà. Après le 1er janvier 2020, comment fait-on ? Parce qu'il y a une date butoir du 31 décembre 2019. 1er janvier, comment fait-on ? Alors, effectivement, tout change au 1er janvier sur la partie opérateur pour les salariés. Il y a un appel d'offres qui a été lancé par l'État pour désigner dans chaque région un opérateur pour délivrer le CEP à partir du 1er janvier 2020. Donc ce ne sera plus le FONGECIF. Ce ne sera plus le FONGECIF parce que pour diverses raisons, le FONGECIF ne peut pas répondre à cet appel d'offres. Donc il y aura à partir du 1er janvier 2020 un nouvel opérateur par région. Il y aura un par région, 17 régions, 17 opérateurs. Un opérateur, ça peut être un consortium, mais il y aura un seul opérateur chargé de délivrer avec éventuellement des sous-traitants ou des co-traitants. Ce nouvel opérateur, il sera connu à partir de l'automne. Donc à partir de l'automne, un nouvel opérateur va s'installer et va prendre la suite du FONGECIF, autour de missions qui sont assez proches de celles que je vous ai présentées. Le cahier des charges, il correspond peu ou prou à ce que nous délivrons en termes de service. Après, les modalités seront différentes, etc. Mais je pense que dans la posture, pour vous, chefs d'entreprise, ça n'est pas très différent de ce que je vous ai présenté là. Simplement, ça sera un autre numéro de téléphone à appeler. Donc l'important, c'est que vous vous imprégniez bien de ce que c'est que le CEP, que vous voyez bien la façon dont vous pouvez l'utiliser. Par contre, ça sera quelqu'un d'autre qui viendra vous faire la présentation le 2 janvier. Merci.
Allons-y, avez-vous des questions par rapport à ce qui a été présenté, dit, proposé? Ça veut dire que le FONGECIF ne traitera plus du tout le CEP. De CEP, non. Le FONGECIF Ça traitera part de votre... ouais, de notre giron. Il traitera le CPF, projet de transition, que je montrais, puis d'autres et d'autres choses, mais plus de CEP. Donc profitez-en, c'est par rapport à cette fin d'année. Qu'en est-il de la situation d'évolution professionnelle quand le salarié veut gérer cette évolution au sein de son entreprise? Pas de problème, ça concerne beaucoup de demandes que nous avons. C'est des choses que nous accompagnons sur des évolutions qui peuvent passer par du changement de métier ou pas. Beaucoup de techniciens qui deviennent ingénieurs ou d'entreprises qui se transforment. Donc avec des transformations qui font disparaître certains métiers et émerger d'autres. Et donc on accompagne pleinement ces modalités-là. Voilà, l'évolution professionnelle, c'est tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est pour le FONGECIF, il n'y a pas de sujet pour le FONGECIF. On accompagne l'ensemble des projets d'évolution. Comment vous procédez au référencement, excusez-moi, des formations que vous avez sur votre plateforme? Alors les formations que nous finançons. Donc, dans le cadre en particulier du CPF projet de transition. Donc les formations que nous finançons, elles doivent répondre à un certain nombre de règles. Elles doivent être RNCP, elles doivent être Datadoc, des choses assez classiques. Voilà, donc c'est à peu près tout. Elle doit être répertoire ou RNCP, elle doit être Datadocké. Et après, il convient, alors pour ce qui nous concerne, que la formation soit effectivement certifiante pour le projet financé. Voilà, mais il n'y a pas de référencement de formation, d'OF ou de formation qui serait sur ce type de formation éligible, sur tel autre non éligible. Non, encore une fois, la main est à la personne et on doit l'aider à vérifier que la formation répond aux standards de qualité. Donc on aide la personne parce que c'est la personne qui va déclencher l'acte d'achat, mais c'est pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de il y a un catalogue de référence, mais encore que le catalogue Datadoc pour aller vite. Est-ce que vous répartissez les populations cadres, non-cadres avec la PEC ou pas du tout? Alors, dans les faits, plutôt. C'est des choses qu'on avait essayé de construire sur des flux un peu structurés, etc. Puis de voir quelles étaient les prestations un peu spécifiques que nous avons, que l'APEC n'a pas. Donc c'est un peu comme ça qu'on avait bâti les choses, Il y a des prestations, par exemple, sur l'achat de formation. Ce que je vous expliquais, les outils, c'est quelque chose d'assez spécifique au FONGECIF, l'outil Forum Advisor, pour aider à choisir et acheter sa formation. Les publics cadres, l'APEC n'a pas ce type de service, donc dit à ces cadres, si à un moment donné il y a une problématique d'achat de formation, allez voir nos collègues CEP du FONGECIF qui vont vous aider là-dessus. Voilà. D'une façon générale, il y a plutôt ça, mais encore une fois, on prend tout le monde, et l'APEC prend au-delà, en premier entretien, au-delà des cadres. Mais on voit que les gros flux de cadres sont à l'APEC, et les gros flux de non-cadres sont chez nous. Vous avez parlé de faire tomber les représentations que les salariés avaient sur les métiers dans le conseil. Comment vous faites pour justement faire tomber vos propres représentations? Quel lien vous avez avec les entreprises, les secteurs qui évoluent en permanence? Donc on travaille beaucoup avec les branches, donc on est en lien, notre dimension paritaire. C'est aussi le lien avec les branches professionnelles avec lesquelles on travaille régulièrement. Ils sont y compris au sein de mon conseil d'administration. Donc ils nous alimentent beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup avec le CARIF, via Compétences. Via Compétences, c'est l'organisme d'information régionale, formation initiale, formation continue, donc qui a beaucoup aussi d'éléments là-dessus, donc qui nous alimentent. Et puis, nos équipes essaient, je leur ai donné par exemple cette année un objectif de 300 rencontres d'entreprises. Donc pour être aussi au contact des entreprises. Donc ça, c'est important pour bien connaître les évolutions des métiers et du territoire. Donc on a des partenaires dont c'est le cœur de métier, de connaître ces évolutions territoriales, ces transformations sectorielles. Et puis on essaie, en ce qui nous concerne aussi, d'aller se sourcer en direct dans les entreprises avec ces contacts dirigeants d'entreprise. Par rapport à l'accompagnement, le conseil en évolution professionnelle, vous avez des formations
Alors, on parlait de psychologue du travail, mais coach, des choses comme ça, parce que ça, nous, l'accompagnement, ça, personnellement c'est quand même quelque chose d'assez... Alors les profils sont très divers et variés hein, au sein des équipes. Je ne saurais pas dire sur tous les profils du FONGECIF. Moi personnellement, j'ai une maîtrise socio et j'ai fait un master RH en CIF il y a quelques années en arrière. On commence à être formé au coaching effectivement en interne. On a eu des formations coaching l'année dernière et encore cette année. Et on a des profils globalement très, très divers, quelques psychos du travail et beaucoup de gens, en tout cas dans l'équipe CEP, nous sur Lyon, parce que je connais plus les CV de mes collègues de l'antenne, essentiellement des gens qui venaient déjà de l'accompagnement, donc des grosses expériences dans l'accompagnement, parcours parfois un peu insertion pour certains de mes collègues, etc. Quelques parcours plus économiques aussi, des gens qui ont travaillé dans la création d'entreprise. En tous les cas, l'équipe de 55, une trentaine de conseillers, j'essaie de l'avoir la plus diversifiée possible, parce qu'on voit bien l'étendue de la problématique à traiter, qui peut être très économique, tel que vous l'évoquez, très sociale, très formation. Donc voilà, surtout, c'est pas de profil type au sein du FONGECIF. Par contre, la qualification conseiller en évolution professionnelle, là, il y a des formations sur la posture, enfin, tout ce que tu as expliqué, hein, la posture, hein, qui passe depuis effectivement 2 ans sur un plan de professionnalisation qui est assez lourd, qui est une des dimensions de notre certification qualité, dont la professionnalisation sur coaching. Et puis on travaille ensemble quand on a... si moi j'accompagne un salarié qui a une demande, un projet de création dans l'entreprise, moi je vais peut-être être moins compétente, mais dans notre équipe on a notre collègue Rémi qui est plus dédié à cette partie-là que vous a présenté Stéphane tout à l'heure, qui lui dans son parcours a été créateur, a eu son entreprise pendant 10 ans, donc il a aussi cette expertise-là. Donc à un moment donné, pourquoi pas aussi solliciter mon collègue et peut-être proposer aux salariés d'être plutôt suivis par lui. Oui, bien sûr. Si à un moment donné, c'est plus adapté à la personne, il ne faut pas hésiter à solliciter les compétences en interne qui sont mieux à même de répondre à la demande. Parce que le conseiller est affecté comment en fait? Oui, le conseiller, au départ, il est affecté de manière aléatoire, oui, bien sûr. Alors, voire même, ça c'est une petite révolution chez nous, mais on donne le choix à la personne, on fait connaître les profils de nos conseillers. Hein, donc on fait connaître les profils, mais y compris sur des choses, quels sont nos conseillers, leur centre d'intérêt, leur hobby, leur âge, etc. Pour, quand on le peut, compte tenu de nos contraintes, de gestion de flux, etc., permettre à la personne de dire, tiens, j'aimerais bien, a priori, essayer de travailler sur mon projet avec cette personne. Il y a quelque chose qui permet déjà de commencer à parler. Voilà, donc ça, on l'a lancé l'année dernière. Bon, c'est pas encore le SF, hein, pas tout, voilà. Mais il y a un peu de ça. Et puis, à contrario, si la personne elle est accompagnée par un conseiller avec qui ça ne matche pas, ça peut arriver aussi, bien évidemment. Elle a la possibilité de demander à changer de conseiller, elle rencontre quelqu'un d'autre, et puis peut-être que ça passera mieux. C'est le feeling, comme on dit, il est quand même hyper important dans ces métiers-là. Hein. Être suivi, c'est comme un médecin. Hein. Si votre médecin, vous n'avez pas confiance, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, ça ne va pas passer. Un conseiller, c'est pareil. Et il y a une part hyper subjective. Donc si à un moment donné la personne, ma tête ne lui revient pas, ça peut arriver, elle demandera à changer et elle aura un autre conseiller avec qui ça passera mieux, il n'y a pas de souci. Vous avez des limites en termes de rendez-vous, je sais pas, enchaîner des rendez-vous toute la journée, il y a un moment où on fatigue un peu quand même. Donc, je sais pas, on fatigue jamais. Non. Non, alors on se la fixe nous, la limite. Hein. Le lundi, on fait 9h-19h. Je ne mets pas 10 heures de rendez-vous, hein, ça c'est sûr, parce qu'effectivement, c'est pas possible. Mais non, après, nous, c'est notre mode de fonctionnement. On a une autonomie dans la gestion de nos agendas et le CEP n'est pas limité. Donc, en tout cas, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas un nombre de rendez-vous donné, c'est pas vous avez droit à tant de rendez-vous avec votre conseiller, c'est en fonction du besoin. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qu'on voit une fois, on les revoit plus. Il y a des personnes, on va les voir 2, 3, 4 fois, il y a un vrai accompagnement. Il y a des personnes, on voit plus, puis hop, 1 an après, bonjour, coucou, je reviens, j'ai pas mis en place mon projet pour différentes raisons, maintenant, voilà. Donc, c'est pas limité, c'est ça qui est, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce dispositif. Hein. C'est vraiment à la main des gens et c'est
quand c'est le bon moment, quand je suis disponible, quand j'ai le besoin, etc. Et quel est le délai d'attente pour avoir un rendez-vous? C'est assez rapide? C'est assez rapide, oui, parce que là, derrière, on est un peu... non, oui, il y a des objectifs. Notre engagement bien qualité, sûr, bien sûr. je vous donne quelques-uns. L'engagement qualité sur la plateforme téléphonique, 80% des appels doivent être pris en moins de 30 secondes. D'accord? Donc on a des objectifs qu'on pilote d'heure en heure, hein, enfin, sur la plateforme téléphonique. Voilà. Ensuite, sur les rendez-vous avec les conseillers, on a des objectifs pareils, hein, de délai d'attente, etc. De pouvoir sécuriser qu'avec les rendez-vous, dans 95% des cas, ne sont pas annulés, déplacés, etc. Voilà, donc on a des engagements qualité, je ne vous ai pas présenté là, mais qui sont extrêmement ambitieux, totalement tournés sur la personne, totalement tournés sur la satisfaction bénéficiaire. Puisque on est certifié CEP, on n'est pas certifié AFNOR Process, on est service bénéficiaire. C'est un engagement de service. Oui. Au niveau du service du CEP, on entend qu'il peut y avoir des prestations qui peuvent être assez courtes sur une demande, etc. Et certaines d'autres peuvent être plus longues, non limitées dans le temps, non payant. Quel est le positionnement par rapport au bilan de compétences dans ces cas-là? Vous apercevez, après avoir une fois enclenché le travail, que finalement, il faut aller plus loin, quoi. Comment ça se passe? Nous, on peut être prescripteur, entre guillemets, du bilan. Alors, je vais parler pour les personnes que je suis, que j'accompagne. Hein. Le besoin du bilan, il arrive quand même assez tôt. Soit la personne, elle arrive avec cette demande, je voudrais faire un bilan. Soit elle n'a pas forcément cette demande, et puis effectivement, au cours de l'entretien, j'ai l'impression qu'un bilan serait plus adapté. Ça fait partie de mon jeu de cartes, finalement, le bilan. Hein. Après, c'est une proposition. Aujourd'hui, le bilan, c'est un petit peu plus compliqué pour le financement, forcément. Donc, beaucoup de personnes hésitent à partir sur le bilan parce qu'elles n'ont pas assez d'heures sur leur CPF, etc. Et de plus en plus, aujourd'hui, on va, nous, quelque part, pallier à ça. Hein. C'est-à-dire, plutôt que partir faire un bilan, utiliser son CPF pour le bilan, il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas le faire. Et à ce moment-là, on adapte nos outils et on a mis en place dans notre offre de service pas mal de choses pour essayer de faire du bilan qui n'est pas du bilan, parce que le bilan il est cadré, hein, bien sûr, mais quelque chose qui s'en rapproche en tout cas. On est en capacité de le faire, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez devenir alors? Non, mais... Vous voyez, Bonne question. À 31 décembre, donc il va y avoir On va envoyer des CV. Comme tout le monde, on va faire de la transformation. Comme chacune de vos entreprises. Voilà. Ça arrive même dans le secteur public. Alors, c'est pas le secteur public. C'est pas le secteur public, ouais. Hein, c'est pas le secteur public, mais c'est un sujet de transformation avec des nouvelles missions, des missions qui disparaissent, des nouvelles compétences dont on a besoin, des compétences qui sont aujourd'hui chez nos collaborateurs, qui ne correspondent plus aux missions qui nous sont confiées. Donc on est engagé un gros projet de transformation. Est-ce que c'est sûr que ce ne sera pas vous? C'est sûr que ce ne sera pas nous. D'autres questions? Donc, simplement pour un peu conclure les propos, donc renseignez-vous d'ici la fin de l'année, vous l'avez bien compris, que ce conseil en évolution professionnelle ne sera plus délivré par le FONGECIF, mais par un nouvel opérateur. Donc, à charge à vous, nous, en tout cas, à NDRH aussi, de relayer l'information dès qu'on l'aura pour l'ensemble des services de formation, pour les directions des ressources humaines, pour qu'on puisse demain, dans le cadre effectivement de cette obligation de l'entretien professionnel et de la possibilité de recourir à un conseil en évolution professionnelle, de donner les informations nécessaires pour orienter le salarié, pour que lui-même, dans une démarche personnelle, puisse y aller, le contacter, effectivement élaborer un projet qui lui appartient, mais quand l'entreprise ne peut pas y pourvoir, quand elle est dans cette discussion, cet entretien professionnel, l'orienter vers ce nouvel opérateur. En tout cas, si vous avez d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas, le FONGECIF est toujours actif, très actif, et a des solutions, vous avez l'ensemble des liens et les documentations sont à votre disposition pour les contacter. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci.